Bienvenue dans la Batcave, ton nouveau repère pour explorer les secrets de l'entrepreneuriat à impact. Je suis Valentin, ton hôte, un jeune entrepreneur de 25 ans qui a plongé dans ce monde fascinant dès ses 18 ans. En 7 ans d'entrepreneuriat, j'ai acquis tout un tas de connaissances que je souhaite aujourd'hui partager. Chaque épisode sera une excursion dans les arcanes de cet univers fascinant où l'on démystifiera ensemble le mythe qu'entreprendre est facile. En parallèle, je te documenterai mon aventure avec OVA, mon projet entrepreneurial visant à révolutionner la gestion des déchets plastiques en entreprise. Un vrai documentaire hebdomadaire pour vivre avec moi les hauts et les bas de ce parcours passionnant. Ensemble, nous allons tester, expérimenter et apprendre pour transformer nos projets en exploits dignes des plus grands héros de Gotham. Allez, installe-toi confortablement et on se retrouve tout de suite dans l'épisode du jour. Et bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Batcave, le podcast le plus underground du game. C'est Valentin, votre hôte, comme d'habitude, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de la Batcave. Épisode 11, plus qu'un épisode et on aura atteint l'objectif de tenir 12 semaines consécutives pour aller jusqu'aux 3 mois, donc ça régale. Voilà, je suis content, parce que c'est un bon objectif que je m'étais fixé et au final je suis en phase de réussir cet objectif. Et ça fait plaisir. Petit shot de dopamine là, vous voyez. Donc on commence bien cet épisode. Donc comment on va commencer cet épisode tout simplement voilà, je vais vite fait dans l'intro là vous parler de ma semaine. Je vais pas en faire une rubrique parce que j'ai pas eu de choses exceptionnelles cette semaine, si ce n'est mon anniversaire. Voilà, c'était ma semaine, c'était ma semaine d'anniversaire, c'était mes 26 ans. Aïe aïe aïe, 26 ans, c'est vrai que ça passe. Et voilà, donc j'ai pas prévu de choses extraordinaires pour mon anniversaire, voilà, j'ai pas prévu un gala, j'ai pas prévu ce genre de choses, juste une petite soirée avec les copains autour d'un bon repas et voilà, ça suffit, c'est amplement suffisant, il y a pas besoin de plus et moi ça me régale et ça me fait super plaisir. Voilà. Donc par contre, seule problématique de ce nouveau fait d'actualité, c'est que je me suis rendu compte que du coup mon intro devenait obsolète. Je n'ai plus 25 ans, voilà. Donc bon, vous comprenez, je vais pas changer toute l'intro. Ça me flemme de le refaire, surtout au bout de 12 épisodes. Donc je ferai peut-être évoluer ça plus tard, d'ici quelques mois, si on continue comme ça hebdomadairement à avoir un épisode où on se retrouve. Je pense que ça pourra être sympa de le faire évoluer dans un temps futur, mais pas pour tout de suite. Je pense pas que ce soit impératif. Voilà, ça va rien entraver à la bonne tenue et à la poursuite du podcast, quoi. Donc voilà, c'était un point aussi sur lequel voilà, parce que je vous vois venir. Oui, t'as dit que t'avais 25 ans alors que t'en as 26? Les gars, voilà, on a dit pas de chialeuse dans les commentaires, ok? Donc ça, on oublie, j'ai désamorcé, c'est fait. Donc comme ça, voilà. Ça, c'est vu et revu. Donc ensuite, ce que je m'étais noté, c'était que cette semaine, on va faire encore un petit épisode chill. On va passer sur les clowneries du mois de mai. Voilà, on va passer les news du mois en revue. Et en tout cas, on va passer sur les news les plus légères. J'ai pris note que la dernière fois, le dernier format, donc les news du mois d'avril, vous avez peut-être trouvé ça un peu long et un peu pessimiste parce qu'on était passé sur les mauvaises news aussi. Et donc du coup là j'ai changé un peu le format. Je l'ai fait un peu évoluer et on va voir si ce format de commentateur de news vous plaît plus. Donc vous me direz en commentaire, vous m'enverrez des messages, vous me ferez savoir en tout cas si ce format-là de commentateur vous plaît plus. J'ai essayé donc j'ai pris moins de news. Hein, le mois dernier on avait quoi? On avait une quarantaine de news. Ce mois-ci on est à environ une quinzaine de news, donc ça va se faire tranquillement. Mais on prend plus le temps sur chaque news de décortiquer ça et puis de commenter un petit peu la news, quoi. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et ensuite on partira sur une rubrique les gadgets d'Alfred où on verra un petit gadget sympa.
qui pourra vous aider dans vos analyses concurrentielles, dans vos études de marché, et même dans votre quotidien en fait, pour rester informé sur vos concurrents et potentiellement trouver des éléments de comptabilité, des éléments juridiques sur lesquels vous inspirer. Enfin bref, on verra un outil pour étudier en détail le fonctionnement, on va dire, des activités de vos concurrents ou d'entreprises sur votre marché. Donc cet outil, le nom de cet outil, ça commence par un P. Voilà, je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoil. Vous allez rester jusqu'à la rubrique pour en savoir plus sur l'outil. Et puis on passera après cette rubrique gadget d'Alfred dans la rubrique Road to Dark Knight. Et là, on va parler de comment moi j'ai assimilé. Voilà, on avait prévu dans les devoirs de la semaine précédente de se donner comme objectif de défi de passer sur cette méthode du time blocking et de se l'appliquer dans son quotidien. Donc on verra comment moi je l'ai assimilé et puis ce sera aussi le moment pour vous d'en parler dans les commentaires ou autres. Et puis dans un second temps, on va parler de procrastination parce que ça c'est directement lié en fait cette méthode de time blocking qu'on a vue la semaine dernière, elle est directement liée à tout ce qui est procrastination et du coup on verra ce que c'est la procrastination, comment on y fait face et d'où ça vient un peu plus de façon philosophique, théorique et scientifique. Voilà. Donc voilà, je pense qu'avec ça on a le début, en tout cas on a une bonne intro pour commencer cet épisode. Donc on va commencer tout de suite avec la rubrique Arkham, ses news et ses clowneries. Bien, donc comme je vous l'ai dit, rubrique 1, Arkham, ses news et ses clowneries. On va parler des clowneries du mois de mai. Alors je suis un peu à la bourre, hein. Je sais que voilà, je tourne ça, il est quand même mi-juin. Je suis un peu à la bourre, mais j'avoue, c'est quand même important en tout cas pour moi, je trouve que c'est important de passer sur les différents arcs qui se passent tous les mois en fait. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces derniers mois, ce dernier mois, quelles ont été les clowneries, quelles ont été les choses qui sont un peu ubuesques. Voilà, ça me paraît important de se prendre cette dose là de shot, un petit shot de dopamine, un petit shot de voilà, on respire dans ces épisodes. On fait pas que non plus travailler, on fait un peu de la revue d'actu. Donc l'idée c'est voilà de faire comme la dernière fois. En fait, on va passer sur les clowneries des poubelliers du net parce que je me fournis exclusivement en news sur les poubelliers du net. Donc vous savez, c'est ceux qui commandent tout et n'importe quoi et qui font remonter n'importe quelle news. Donc voilà, il y a des news, des infos loufoques, impromptues, tumultueuses, enfin bref, il y a de tout. Et tous les adjectifs qualificatifs d'ailleurs seront dans cette revue mensuelle des news. Hein. Vraiment, on trouvera de tout, je pense, au fur et à mesure des mois. Donc voilà, pour en revenir un peu au concept, donc c'est que j'ai suivi vos conseils et vos remarques dans les derniers épisodes du coup, enfin dans le dernier épisode des clowneries, donc celui du mois d'avril. Et du coup, on va passer moins de news, on va avoir moins de choses dépressives et nocives, voilà, qui peuvent jouer sur votre humeur. Et on va toujours parler d'actu, en jugeant toujours un petit peu, voilà, pour que ce soit sympa et puis qu'on puisse aussi se détendre. Hein, c'est aussi fait pour ça, hein, les journaux et toute l'actualité, c'est aussi fait pour se détendre, pas que pour être anxiogène. Et on va essayer de mettre un peu d'humour là-dedans pour relativiser tout ça et puis moins se prendre le chou, voilà, sur les news quotidiennes et tout ce qu'on voit. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc écoutez, on va commencer tout de suite avec la news numéro 1, qui est que le classement de la liberté de la presse de 2024 est sorti. Donc, c'est un classement qui a été fait par Reporters sans frontières, et on nous parle, voilà, on y a les différents états qui sont suivant leur classement de s'ils sont plus ou moins libres dans la presse et de ce qu'ils ont le droit de dire ou pas dedans. Donc dans ce classement, on retrouve à la première position la Norvège. La Norvège, suivie du Danemark, de la Suède, donc qui seraient, selon Reporters sans frontières, les 3 pays les plus libres dans la presse, on va dire, et qui ont une liberté de presse assez importante. Ensuite, un peu plus bas, on va dire en 9e position, on tombe sur la Suisse, 14e le Canada, 16 la Belgique, 21e la France,
et 55e les États-Unis. Alors, surtout le nombre de pays qui existent, on est quand même pas mal classé, mais on voit alors qu'on n'est pas dans les premiers, et on n'est pas dans les premiers. Voilà, on n'est pas dans les premiers, on le sait de toute façon. Alors je sais pas exactement sur quoi il se base comme données ou quelle est l'information profonde derrière ce classement-là, mais en tout cas voilà, sachez que on fait partie voilà quand même des on va dire du top tiers du classement quoi. Voilà, on fait partie du top tiers du classement. Mais bon, on le sait que on n'a jamais été, je l'ai déjà sous-entendu ici, la presse elle est toujours politisée, que ce soit à droite, à gauche, les infos sont filtrées, on laisse s'échapper vraiment ce qu'on veut qui s'échappe pour que ça nous serve de tel côté ou de l'autre. Donc voilà, faites attention toujours à ce que vous lisez dans la presse et à ce que vous pouvez en tirer comme conclusion. Voilà. Et ça me fait penser à la série House of Cards, qui est une très bonne série, donc qui met en scène un peu la présidence américaine et tous les jeux de pouvoir qu'il y a dans le bureau ovale. Et ce qui se passe dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges avec la presse justement pour faire fuiter des infos sur un tel, sur un autre, pour leur relancer un débat de société, pour relancer quelque chose. Et à chaque fois, voilà, ça a pour but de déstabiliser le pouvoir, ça a pour but de déstabiliser des opposants politiques ou autres. Donc voilà, c'était une petite news, on va dire, de rappel et pour vous faire un petit pic comme ça de ce qui se passe et quelle est la réalité des choses. Voilà. Donc ça, c'était la news numéro 1. News numéro 2 maintenant. Alerte info. La flamme olympique arrive à Marseille. Donc ça, c'était le 8 mai du coup 2024. Et on nous donne une info comme quoi apparemment, chaque département traversé par la flamme olympique, il doit verser 180 000 euros au comité d'organisation des Jeux Olympiques. Donc ça dépend, enfin ça c'est le tarif fixe apparemment. Et derrière il y aurait aussi une cotisation, un montant supplémentaire qui serait versé par la ville en fonction de sa taille pour sécuriser justement le parcours. Parce qu'effectivement, bah, la flamme olympique, le parcours il est sécurisé, il y a police, il y a, on met en place des infrastructures, etc., etc. Et apparemment, ce serait entre 40 et 100 000 euros en fonction de la taille de la ville. Et ça, c'est une source du Pèlerin, voilà, le Pèlerin, le journal Le Pèlerin. Donc je pensais pas du tout qu'effectivement que ça coûtait autant. Je savais même pas qu'il fallait qu'on paye pour faire passer la flamme dans sa ville. C'est un peu, selon moi, un peu bon. Je pense que c'est pour se faire voir aussi et montrer qu'on est qu'on est une ville attractive. Enfin voilà, que c'est. Enfin, après, c'est un événement qui est aussi historique. C'est pas tous les ans qu'on va avoir les JO, qu'on va avoir les JO qui passent dans sa ville. Donc voilà, c'est cool aussi de vivre ça de son vivant, je pense. Et je peux comprendre l'investissement des villes du coup qui mettent autant d'argent pour faire passer la flamme chez eux, parce que bah, ça peut faire marcher le tourisme aussi, marcher les commerces. Donc au final, il y a peut-être un retour sur investissement. Ça peut peut-être valoir le coup de creuser cette info et creuser ce truc-là. Mais en tout cas, voilà, je savais pas du tout que c'était des montants comme ça quoi. Voilà, je pensais que ça se tirait plus au sort, ou en tout cas selon un parcours peut-être spécifique, selon voilà ce qu'on voulait comme programme. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'était l'info à retenir. Et il y a deux autres infos autour de ces JO qu'il fallait retenir et de cette ouverture. On a Jules, voilà, le bon vieux Jules qui est arrivé, qui était le troisième porteur de la flamme olympique. Et c'est d'ailleurs lui qui a récupéré la flamme du bateau et qui a posé la flamme qui allumait la vasque en fait des JO et enfin le chaudron, pardon, je pense qu'on appelle plutôt ça un chaudron olympique. Et du coup, voilà, donc ça a fait. Donc il a allumé la flamme comme ça, du coup, avec le flambeau qui descendait enfin, il a allumé le chaudron avec la flamme qui descendait du bateau, pardon. Et bah forcément derrière, il s'est un peu ambiancé. Il a tapé une petite chanson comme ça devant 150 000 personnes qui étaient dans le Vieux-Port. Et voilà, il a un peu fait une petite perf comme ça. Et du coup, ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux. Bah en mode ouais pourquoi lui bouh la honte un rappeur c'est nul ça représente pas la France ouais il c'est pas la culture de la France machin blablabla.
Donc ça a tenté de faire des polémiques de partout en rapport avec ses paroles sur certains sons. Les gens, enfin bref, les gens sont aigris et ils feront n'importe quoi de toute façon pour rabaisser, pour ressortir des dossiers ou des trucs de il y a 10 ans et puis essayer de plomber l'ambiance de l'événement général. Donc voilà, c'est de l'énergie de perdue et enfin bref quoi. C'est dommage, c'est dommage. Donc je suis pas forcément contre le fait qu'il allume la flamme olympique, enfin le chaudron olympique, mais bon voilà, c'est pas non plus le plus connu de la population. Alors je comprends la réticence d'un côté, mais c'est quand même le rappeur numéro 1 en France, c'est celui qui vend le plus d'albums. D'ailleurs peut-être aussi de variété, hein. Je j'ai pas les chiffres sur la variété, mais vu le nombre astronomique de chiffres qu'il vend et de disques d'or, platine, diamant, etc. en tout genre qu'il peut avoir, je pense que c'est quand même un sacré monument de la musique française aujourd'hui, qu'on le veuille ou non et qu'on aime ou pas sa musique. Donc bah quand même ouais, quand même respect à lui pour ça. Et puis bah si tout le monde ne comprend pas son art, tant pis. Et puis voilà, il est forcé de constater qu'il a quand même un parcours et qu'il est quand même au top aujourd'hui. Enfin, je sais pas s'il est au top de sa carrière musicalement, mais qu'il est quand même très haut dans la musique aujourd'hui. C'est dû aussi à son travail et au public français. Donc voilà, pourquoi au final il n'allumerait pas cette flamme. Voilà, surtout qu'il est un beau représentant de la musique marseillaise. Donc voilà, ça aurait été dommage qu'il ne soit pas là ou en tout cas qu'il n'ait pas fait l'événement. Je comprends qu'on lui ait proposé. Voilà. Donc voilà pour cette news numéro 2. News numéro 3 maintenant. Plusieurs youtubeurs vont s'affronter lors de combats de boxe à Paris le 7 décembre prochain. Un événement organisé par le youtubeur Billy. Donc Billy, hein, vous savez, c'est Rebeu des Terres. Et du coup, bah, en fait, il s'est chauffé. Il a fait une sorte de GP Explorer, mais version boxe. Alors GP Explorer, je ne sais pas si ça vous parle, mais je pense que pour la plupart qui écoutent ça, ça va vous parler. Ça a été un grand prix en fait de F4 de YouTubers qui avait été organisé par Squeezie. Donc il en a fait un, il en a refait un deuxième. On ne sait pas encore s'il y en aura un troisième ou pas, mais en tout cas, il semble qu'il y a une espèce de ferveur autour des gros YouTubers qui se lancent dans des événements sportifs comme ça. Il y avait Amine Mathieu aussi qui avait organisé un Eleven All-Star, donc il est pareil, ils avaient rassemblé beaucoup de monde pour organiser justement un gros match de foot. Alors je crois qu'en plus c'était caritatif, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a une espèce d'engouement des gros youtubeurs et des gros influenceurs français pour créer des événements autour du sport. Et bah franchement, je pense que l'événement de boxe de Billy, je pense que ça va être un beau show. Ça va ramener pas mal de monde aussi. Et puis je pense que d'un autre côté, ça peut aussi motiver les gens à se mettre au sport et à se donner dans quelque chose, voilà, dont ils ont envie, dont ils aiment, qu'ils aiment faire en fait. Donc voilà, je pense que ça peut motiver les gens. Donc je pense que c'est un bon événement qui peut changer des formats habituels qu'ils ont l'habitude de faire, qui peut être perçu par nos parents ou nos grands-parents comme des trucs de gogol, voilà, de comiques d'internet, etc. Là, ça prend une autre dimension. Alors bien que ce soit pas eux qui l'organisent en direct personnellement, mais leurs équipes, il y a quand même tout un boulot autour de tout ça et j'ai l'impression qu'ils prennent un peu aussi en une autre dimension dans leur art en fait, qui est le divertissement et je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Donc pour vous faire un peu un récap des gens qui vont être présents, des youtubeurs qui vont y être, va y avoir Le Bouzeux qui va être contre Prime, Mastu vs Jilcy, Brox contre Shoachin, Katsub vs Dooms et Rebeu des Terres, donc Billy qui affrontera Greg MMA qui est un peu reconnu comme le youtubeur MMA de YouTube, du YouTube français en tout cas. Donc voilà, ça va être un beau challenge pour Rebeu des Terres, je pense. Et puis on verra ce que ça donne. Donc hâte d'être le 7 en tout cas, je pense que je serai devant mon écran à regarder ce show. Voilà, un beau show de sport, je pense. Un beau show de sport. Bon, ensuite, news numéro 4, on a les youtubeurs Irois et Théodas qui ont infiltré l'arrivée de la flamme olympique sur le Vieux-Port à Marseille. Alors en fait, c'est qui ces gars? Donc en fait avant de nous dire c'est qui, ils sont approchés de Macron à quelques mètres et en gros ils ont pris un selfie avec lui alors que le pays il est censé être dans un niveau d'attentat, enfin d'urgence attentat et de plan Vigipirate. Donc ça pose, donc en fait, enfin
on va y arriver. Mais ces gars, en fait, c'est qui? C'est des youtubeurs qui, en fait, youtubeurs, tiktokers, etc., qui font plein d'incrustes, en fait. C'est les rois de l'incruste, voilà. On va les appeler comme ça. Ils rentrent dans des gros événements, dans des stades, dans des concerts, ils se pointent sur scène, enfin bref. C'est les big rois de l'incruste. Et eux, en fait, ce qu'ils kiffent, c'est déjouer les systèmes de sécurité, les gardes du corps, etc., s'infiltrer en faisant passer pour des personnes du staff, etc., etc. Et en fait, bah là, ils ont réussi leur coup et ils sont arrivés près de Macron en fait, et ils ont pris un selfie en scred avec Macron, donc en mode ils sont à 1 mètre de lui, ils se retournent, ils se mettent dos à Macron et puis ils se prennent en selfie devant lui, alors qu'il y a des gardes du corps autour et tout. Et la question à se poser, c'est mais, enfin Macron s'en rend même pas compte d'ailleurs. Et bah je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça amène plusieurs points en fait. 3 points principaux, qu'au final n'importe qui peut atteindre le président et nous faire une Kennedy. Que ça va que ces gars voulaient juste faire une photo, mais ils auraient pu faire pire. Et d'autres points que ça peut amener aussi, c'est que ça peut ruiner l'image de la France en termes de sécurité, parce que en termes de sécurité intérieure, ouais, parce que les politiques en fait qui sont en place, ils sont censés avoir bossé sur le sujet de la sécurité et avoir bossé sur des plans de sécurité, etc. Et là, au final, t'as un random qui arrive et qui se retrouve à côté du président, quoi. Donc au niveau de la sécurité, sachant qu'on accueille les JO et etc. À la fin du mois, ça va être, c'est quand même un sujet, quoi. C'est quand même un sujet. Donc bon, ça peut donner une mauvaise image de la France à l'extérieur, quoi. Bien que c'est d'ailleurs ce genre de news reste en France, hein. Je pense pas qu'elle ait fait le tour des pays participants. C'est voilà, c'est du contenu français. Regardez les gars, on s'est incrusté sur le vieux port, on a fait un selfie avec Macron. Mais bon, ça peut nuire un peu à l'image comme ça. Et troisième point que je me suis noté, c'est que je pense que ça peut être aussi dangereux de montrer ce genre de choses à tous, parce que ça peut donner des envies à certains. Et comme je le disais juste avant, ça peut être aussi des gens qui sont mal intentionnés. Et surtout, bah si les gens voient que c'est facile, bah tout le monde se dit bah vas-y, je vais faire ça, je vais m'imprimer un faux badge, un faux truc, et puis on va commencer à rentrer dans un truc où il y aura des fake agents de sécurité de partout, enfin voilà, ça peut nuire au show principal, ça peut nuire à la sécurité des gens qui font le show et qui y sont attendus. Donc voilà, le format est divertissant, j'avoue, mais attention dérive que de ça quand même, quoi. Attention dérive de ça. Ensuite, news numéro 5. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, a été assommé par une gourde tombée accidentellement du sac d'un fan. Après sa victoire contre le français Corentin Moutet au deuxième tour du Master 1000 de Rome. Donc ça, en fait, on a une vidéo qui circule sur les réseaux où, bon, c'est pas drôle, mais enfin, c'est un peu drôle quand même le contexte. Donc on a Novak Djokovic qui est là, qui signe des autographes à ses fans. Donc il est content parce qu'en plus il vient de gagner son match contre le français. Donc voilà, il vient de finir son match. Je sais pas combien d'heures il a duré, mais c'est un match de tennis, donc ça a dû durer plusieurs heures. Il doit être exténué. Il dit bon allez, je vais aller faire plaisir à mes fans, je vais leur signer un petit autographe. Et là, t'as un mec qui se retourne un peu brusquement parce qu'il a eu son autographe et qu'il est un peu plus en l'air que lui. Et bah, il lui fait tomber sa grosse gourde en alu là. Enfin, on aurait plutôt dit une enclume vu la taille de la gourde. Et elle tombe en plein en fait sur l'arrière du crâne de Novak. Et bah t'as Novak qui s'écroule et qui est en mode ah putain ça fait mal et tout. Donc le pauvre il sort d'un match de plusieurs heures, il gagne, il doit être refait en fait d'avoir gagné et tout. Et là, il se dit vas-y les petits bains de foule pour finir la journée. Et là, paf, il se prend une gourde sur le haut du crâne. Il est KO. Enfin, il est KO. Je sais pas s'il était KO, mais on le voit en tout cas qu'à mal et qui est plié en quatre par terre. Donc bon, ça fait chier quoi. Ça fait chier. C'est pareil. Hein, c'est pareil. C'est bon. Voilà quoi. Les fans, faites attention avec vos gourdes. Faites attention avec vos gourdes. Mais au final, enfin, ça aurait pu être n'importe qui, n'importe quoi, et c'est pareil quoi. Donc bon après, faut pas être parano sur la sécurité ou ce genre de choses, mais c'est vrai que on regarde dans les matchs de foot ou ce genre de choses, bon bien que l'ambiance soit différente, on n'a pas le droit, voilà, aux bouteilles, aux machins, aux trucs. Et je pense que bah c'est aussi pour ça, pour pas que ça soit jeté sur les athlètes, les sportifs. Et là, effectivement, dans les matchs de tennis, il semblerait qu'on ait le droit d'avoir des gourdes en métal. Bon, on sait jamais quoi. Attention, attention. Donc voilà pour cette news numéro 5. Attention aux joueurs de tennis parmi nous
qui pourrait se prendre des gourdes sur le crâne en sortie de match. News numéro 6. Pour les besoins d'un clip, 3 femmes ont installé une table, 2 chaises et ont partiellement bloqué le périphérique parisien. Donc là, c'est pareil. En fait, on a une vidéo qui est ridicule qui circule où on a 3 nanas qui font les stars et qui se prennent pour des. Enfin, en plus, je sais même pas qui elles sont. Je sais même pas d'où elles sortent. Je pense que c'est un clip pour buzz aussi et puis pour dire ah, regardez, on a réussi notre coup de marketing et comme de départ d'album ou de je sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà, on a 3 nanas qui se posent avec 2 chaises et une table au milieu du périph' et qui bloquent la circulation, qui se font klaxonner par les automobilistes. On en a qui sortent par la fenêtre, qui font ouah machin, qui les insultent. La situation n'a ni queue ni tête. Et bref, je sais pas comment ça va se finir et comment ça s'est fini. On n'a pas la fin de la vidéo. Là, on voit juste qu'il y a des mecs qui essayent de forcer avec les voitures pour passer quand même et qui arrivent tant bien que mal, pardon. Et voilà, j'espère quand même qu'elles s'en sortiront pas comme ça. Qui elles sont pour aller sur le périph comme ça et puis bloquer tout le monde pour faire un clip. Enfin, voilà. On est où là? On est où? Et pour rappel, on avait le rappeur Fianso du coup qui avait été condamné à l'époque. Il avait fait ça pour son clip Toka, donc c'était en 2017. Et lui, il avait pris 4 mois de prison avec sursis parce ils s'étaient mis à 5 ou 6 voitures, ils avaient bloqué toutes les voies. Et pareil, ils avaient fait un clip de 3-4 minutes en one shot et qui avait cartonné à l'époque d'ailleurs, qui avait buzzé de fou. Et au final, bah, il s'en est sorti avec 4 mois de sursis et 1500 € d'amende. Donc voilà, c'est peut-être ce qui attend nos 3 copines qui se prennent pour des Beyoncé. Voilà. Donc et aujourd'hui d'ailleurs ce clip là de Fianso a accumulé plus de 60 millions de vues. Hein. Donc c'est quand même enfin on peut pas dire un gros classique, mais en tout cas c'est un des plus gros sons de cet artiste là. Parce que ça avait fait parler de lui, parce qu'il avait fait ça. C'était un peu un événement révolutionnaire, un peu comme c'était comme PNL avait réservé la Tour Eiffel pour annoncer leur album Deux frères quoi. Donc ça voilà. Tiens d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse un peu ces anecdotes rap, musique, etc. Moi j'aime beaucoup ça. J'en écoute énormément. Je suis au courant de pas mal d'anecdotes aussi sur tout ce milieu-là et tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, vous me dites. Et peut-être que je ferai une espèce de petite rubrique ou un petit truc où je ferai un son, le son de la semaine ou ce genre de choses. Et je vous dirai pourquoi j'ai choisi ce son. Ça peut être un truc ça peut être un truc. Donc voilà, pour cette news numéro 6 en tout cas. Et on va passer maintenant à la news numéro 7. Alors pour cette news numéro 7, on revient dans la région, on revient en Moselle dans le Grand Est. Et là, en fait, on a un article dans le Figaro qui nous dit « Pour atteindre le nombre de 98 élèves dans leur école de Moselle et éviter la fermeture d'une classe, des parents d'élèves ont inscrit 4 moutons dans l'établissement. » Les animaux ont même pu passer une journée dans la cour de l'école avec les enfants. Donc ça, c'est pareil, ça c'est... décidément, les moutons, ils sont toujours dans les mauvais coups. Hein, déjà au mois d'avril, ils faisaient des élevages et des business de laine dans des appartements à Nice. Et là, on les retrouve en fait, qui ont tenté de s'inscrire en fait à l'école maternelle en Moselle, quoi. Donc non, mais où est-ce qu'on est là? En vrai, GG aux parents parce que ils ont permis à une école rurale, voilà, de rester ouverte. Et je trouve ça fou d'en arriver là en fait, de devoir inscrire des animaux pour qu'on passe de 98 élèves à plus de 100 et qu'on puisse garder une école. Encore une fois, je trouve qu'il y a un manque de flexibilité là-dessus sur alors certaines lois ou certaines réglementations. Pour moi, entre 98 élèves et 100 ou plus de 102 pour pouvoir regarder une école, enfin, il n'y a pas beaucoup de différence, quoi. C'est pas 10, 20 élèves qui manquent. Et pour ce manque-là, une année, parce que il y a eu 3 parents qui ont eu un problème et qui n'ont pas réussi, enfin 3 parents, genre 3 couples, pardon, qui n'ont pas réussi à faire des enfants et qui du coup peuvent pas compléter l'effectif. Mettons que ce soit ça l'idée, bah on ferme une école. Je trouve ça un peu dommage et un peu et que ça manque de flexibilité, quoi. Et on fait pas de différence en fait entre enfin on n'a pas l'impression qu'on est des êtres humains et que on doit trouver du bon sens dans ce genre de situation quoi. Donc voilà, j'ai bien joué aux parents.
Après, s'il y a tout le monde, enfin en fait, surtout ce qu'il faut se dire, c'est que dans les écoles comme ça, si on est moins, techniquement, on a plus de temps avec le professeur et le professeur peut plus nous aider et avoir une meilleure qualité d'enseignement aussi. Enfin le ou les professeurs, quoi. Moi, pour vous donner un peu un exemple de mon cas, quand on était en école primaire comme ça, à l'époque, on était quoi? On était 15-20 dans la classe, dans l'école. Oui, non, c'est ça, dans l'école, pas dans la classe. Dans la classe, il y avait, enfin, il y avait deux ou trois classes différentes d'ailleurs hein, dans l'école, hein. Même peut-être bien quatre. Donc, c'était des tout petits effectifs. Et aujourd'hui, on nous dit que si on est moins de 100 dans l'élève, voilà, on ferme, enfin moins de 100 élèves dans l'école, on ferme l'école. C'est quand même, je pense que ce sera pas la même qualité d'enseignement qu'on a pu avoir nous à l'époque, quoi. Enfin bon, bref, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui fais les lois. Donc en tout cas, bien joué à ces quatre moutons d'avoir squatté la cour de l'école pour maintenir l'école ouverte. News numéro 8, on a appris aussi, de par Gabriel Attal et l'AFP, que pour l'année 2023, on a les émissions de gaz à effet de serre de la France qui sont en baisse de 5,8%. Donc voilà, on va pas forcément tergiverser autour de ça. Je pense que c'est une bonne nouvelle. On a pas mal de chantiers qui sont en cours aussi à l'échelle nationale, que ce soit de la rénovation énergétique, de la décarbonisation de l'industrie, que ce soit de l'amélioration de la consommation énergétique, etc., etc. Donc écoutez, si on baisse la production d'émissions à effet de serre, pour l'instant moi j'ai pas vu de changement significatif sur ma vie. Donc peut-être, si ce n'est les factures de chauffage qui ont explosé dues à tout ce qui s'est passé en Ukraine, etc. Mais d'ailleurs pas que, hein. Peut-être qu'un jour on en reparlera. Mais ouais, c'est une bonne chose, je pense. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis surtout pour ceux qui sont en ville, parce que les gens qui sont en ville avec les nuages de pollution qui doivent se prendre en plein été, quand il fait bien 30-35 degrés, force à vous. On n'a pas le même été à la campagne que dans des grandes villes comme Paris par exemple. Donc voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les Français d'avoir cette réduction des émissions carbone. Voilà. News numéro 9. Euh... ok, alors là on revient encore dans du spectaculaire, dans vraiment des news impromptues, des news ce que vous voulez. Euh, on a eu des internautes en fait qui appellent à chier dans la Seine avant que la maire de Paris, donc Anne Hidalgo, et Emmanuel Macron n'y plongent le mois prochain. Parce qu'effectivement, euh, Macron et Anne Hidalgo qui avaient dit qu'ils allaient plonger dans la Seine un mois avant les JO ou je sais plus combien de temps avant pour justement montrer que si effectivement la Seine était devenue propre. Donc on a eu des gens qui se sont dit, enfin les gars, on va pas les laisser se baigner, venez on monte un collectif et on va chier dans la Seine. Donc il y a eu le hashtag je chie dans la Seine. Et il y a eu des mèmes de partout sur les réseaux. Enfin bref, c'était très drôle de voir ça. Donc ouais, alors, moi ça m'a vraiment tué parce que c'est vraiment un humour. Enfin ça montre en fait tout simplement que le peuple il en a marre et que ça montre qu'il y a une contestation en fait du pouvoir en place et que bon après vous connaissez la suite, hein, on en a parlé dans l'épisode de la semaine dernière au niveau de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, etc. Et d'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils allaient reporter au final la baignade. Donc, est-ce qu'on va vivre cet arc? Est-ce qu'on va vivre des gens qui se posent dans la Seine et qui sautent dans la Seine et qui chient dans la Seine pour faire chier le président et la maire de Paris? Ça, ce serait vraiment, enfin, c'est un sacré arc, quoi. C'est un sacré arc. Enfin, c'est une quelle image du pays à l'international, quoi. Quel arc va-t-on vivre encore, quoi? Bon après ça avait été repoussé apparemment parce il y a beaucoup plu donc la scène était sale. Donc bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu un début d'été qui était très beau. Donc on verra si effectivement il y a cet arc ou pas. Et s'il y a cet arc, effectivement je vous en reparlerai le mois prochain ou celui d'après pour qu'on puisse voilà se détendre autour de ça et qu'on passe un bon moment autour de ce qui s'est passé là-dessus. Voilà. Ensuite, news numéro 10. Le rage rituel est une nouvelle tendance anti-stress où les femmes dépensent entre 2000 et 4000 dollars pour passer une journée dans les bois à crier, frapper le sol avec des bâtons, évacuer leur colère, tout en invoquant les personnes qui les ont contrariées, blessées ou ignorées. Alors, alors là, on a une vidéo, en fait.
c'est des femmes qui sont au milieu d'un chemin dans la forêt, qui sont à moitié en transe et qui hurlent, qui frappent le sol, ouais, qui en peuvent plus quoi, qui sont au bout de leur vie et qui hurlent, qui tapent, qui crient, enfin qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Qu'est-ce que c'est cette nouvelle secte qui apparaît là? C'est des Minimoys, qu'est-ce qui se passe? Donc on a des gens qui payent 4 000 € pour aller crier dehors et taper le sol en fait avec des bâtons. Donc je pensais pas qu'il y avait un business plan là-dessus. Je trouve ça. Alors bon, plus sérieusement, je trouve que je trouve ça fou de vendre un séminaire pour ce type de contenu et aussi cher. Après, je pense que le gars ou la nana qui a vendu ça, ça doit être un génie du marketing, hein, parce que chauffez-vous à regarder leur marketing, hein, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur du marketing, parce que pour vendre ce genre d'atelier aussi cher, je pense que ça doit s'adresser à des gens qui voilà ont un certain mal-être, qui sont prêts vraiment à mettre des sommes pour passer au-delà de ce mal-être et de passer à autre chose. Mais moi, ce qui me rend le plus fou, c'est des actions aussi basiques que d'aller se promener dans la nature et frapper. Enfin, aussi basique. Tout le monde ne frappe pas le sol quand il va se promener dans la nature. Mais voilà, je pense que voilà, ça fait un peu écho vous savez, à Pascal, à l'émission Pascal le Grand Frère qui passait à l'époque à la télé et où il y avait voilà les fameuses scènes où ils se parlaient et ils fracassaient des pots en terre. Voilà, ça doit être aussi dans ce même état d'esprit, on va dire, dans ce même état d'esprit. Après, la question que je me pose derrière ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas de l'abus de faiblesse derrière tout ce cirque? Est-ce qu'il n'y a pas, enfin, je sais pas, faut faire attention à ce genre de dérives qui peuvent parfois devenir des trucs sectaires et même ouais, c'est dans ce genre de contexte, surtout, voilà, c'est au milieu de la nature, machin, enfin bref. Donc, je comprends que la nature soit un lieu apaisant, par contre. Moi-même, d'ailleurs, j'aime bien y aller, j'aime bien passer du temps en nature, aller me promener, aller passer en forêt, sentir les odeurs, etc. Je pense que c'est très décontractant de faire ça, très reposant, et ça permet aussi de décompresser, de reconnecter avec la nature. Donc je pense que c'est pas quelque chose de déconnant, mais voilà. Je pense que si t'es un promeneur et que tu tombes sur des gens qui commencent à hurler, qui frappent le sol, et ça peut faire bizarre, quoi. Voilà. Je peux comprendre l'origine de cet article et me poser des questions aussi sur ce qui se passe dans ces forêts, quoi. Enfin bref. Donc comme quoi, voilà, certains peuvent payer cher au final des choses basiques et gratuites de tous au final. Donc prenez ça en considération pour votre business et dites-vous que effectivement, si le client il est prêt à payer pour résoudre un de ses problèmes. En fait. Voilà. Ensuite, news numéro 11. Donc on a le 22 le 22 mai, on a c'était quoi? C'était 10 à 15 détenus de Meurthe-et-Moselle qui sont condamnés en fait de longues peines, hein, donc supérieures à 1 an, et notamment pour des meurtres, des viols, etc., qui ont été invités à une sortie pique-nique au château de Versailles. Donc ça incluait petite promenade dans les jardins, à 300 km, à 350 km de leur prison. C'était censé être au mois de juin, c'était censé se passer le 27 juin, et au final, il y a eu l'Alliance de police nationale qui a commencé à dénoncer la chose, et en disant que c'était une initiative complètement irresponsable, scandaleuse, d'autant plus que quelques jours ou semaines avant, on avait eu voilà, vous n'êtes pas passé à côté, je pense, dans les news, on avait eu une évasion d'un détenu assez spectaculaire, un péage péage d'Incarne d'ailleurs, qui s'est produite, et bah voilà quoi. Donc là, on envoie 10-15 détenus à 350 km, qui c'est qui paye tout ça? C'est aussi voilà quoi. C'est aussi, mais je trouve que ça va, enfin, belle vie quoi dans les prisons, hein, l'initiative au final, hein. C'est on fait du tourisme, on fait machin, c'est payé par le contribuable, enfin ouais, je sais pas, je pensais pas qu'on devait laisser autant de liberté à nos prisonniers quoi, surtout pour ce genre de peine. Enfin bref. Donc ensuite le 23 le 23 le 23 mai du coup, donc le lendemain, on a les détenus de la prison en fait qui n'iront pas visiter le château de Versailles en raison de problèmes d'encadrement et de sécurité. Donc c'est bien, ils ont attendu qu'il y ait une sauce à ce sujet et sur cette initiative pour pouvoir dire ah bah en fait on annule
c'est vraiment pas top, effectivement, quoi. Bah ouais, logique en fait. Enfin, surtout au vu de l'évasion, voilà, qu'il y a eu au péage. Euh, alors oui, au bien-être en prison, mais je sais pas, est-ce qu'on doit emmener 15 détenus à l'autre bout de la France aux frais du contribuable? Est-ce que, voilà, je sais pas. On doit se poser des questions, elles me paraissent quand même essentielles, et, euh, et ça me paraît être du bon sens en fait. Ça me paraît être du bon sens. Est-ce qu'on pourrait pas améliorer les conditions de vie, même avec des détenus, avec cet argent-là? Est-ce qu'on pourrait pas rénover du matériel? Je sais pas, racheter du matériel de muscu pour mettre dans la salle et améliorer le confort au quotidien, à la limite dans la prison? On pourrait faire payer des sorties à l'autre bout à l'autre bout du truc et à l'autre bout du territoire. Enfin bref, merci quoi. En mettant, je sais pas combien de personnes encadrant là-dessus en plus, donc qui ne sont pas à un autre poste en attendant. Enfin bref, pour moi c'est un peu lunaire comme situation, c'est un peu lunaire. Donc bref, on a des gens dehors dans la rue, sinon autant les financer eux, peut-être, je sais pas. Voilà, c'est plutôt que des vacances à des détenus condamnés pour des viols ou des meurtres, quoi. Enfin bref, moi je pense que c'est quand même lunaire, c'est quand même lunaire. On n'est pas assez ferme et assez dur en France, je pense. Voilà pour cette news numéro 11. Ensuite, la prise en charge, donc news numéro 12, la prise en charge intégrale des soins pour le cancer du sein a été adoptée à l'unanimité par les députés de la commission à l'Assemblée nationale. Bah écoutez, bonne nouvelle. Ça fait plaisir, non? Ça fait plaisir. Donc là, moi je savais pas que c'était pas déjà fait en fait, que c'était déjà pas pris en compte ce genre de prise en charge, on va dire, surtout pour des maladies comme ça et aussi lourdes que le cancer du sein. Voilà, on va pas commenter sans s'étendre le truc, c'est une bonne nouvelle. Voilà, force aux femmes qui ont pu être atteintes d'un cancer du sein. Et puis voilà, on n'a pas idée de ce que vous avez pu endurer, nous les hommes en tout cas. Et voilà, donc si en plus vous endurez l'enfer avec ça et que vous deviez payer une partie de vos soins là-dessus, enfin voilà. Heureusement que ce texte est passé du coup. Heureusement que ce texte est passé. Et puis maintenant, bah voilà, maintenant que la donne, en espérant que maintenant la donne ça change et puis que ça permette de sauver plus de femmes aussi du cancer et euh, et aussi euh, et aussi voilà, à garder le courage dans ces épreuves compliquées. Voilà. News numéro 13. Euh, alors là, on est encore sur quelque chose d'exceptionnel. Sniffy, une poudre blanche vendue légalement à 14,90 € par gramme dans les bureaux de tabac français et sur le net avec une pipette et qui promet des effets énergisants lorsqu'elle est sniffée, entre guillemets comme la cocaïne, inquiète les professionnels de santé et les buralistes. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, les gars? Donc c'est quoi ce merdier encore? Qui achète ça en fait? C'est les gens qui ont plus assez d'argent pour acheter de la coke qui achètent du sniffy? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? C'est la coke du pauvre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi banaliser des usages comme ça? Enfin, il y a une volonté de marcher, enfin de faire marcher des business parallèles ou c'est comment en fait? Enfin bref, ouais. Pourquoi on laisse rentrer ça dans des pharmacies, dans des bureaux de tabac, ouais, je sais pas, je sais pas. C'est ça, moi, ça me paraît totalement ubuesque. Enfin bref. Et ça, c'est d'ailleurs, moi, je le classe. Je le classe comment dans tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on a laissé en libre service, hein, comme tout ce qui est les puffs, les gaz hilarants, les machins comme ça, c'est des espèces de drogues en fait ou de simili drogues qu'on laisse en libre service. Et les commerçants savent très bien ce qu'ils vendent, ils savent très bien qu'il y a de l'argent à se faire dessus, et non pas l'humanité de se dire bah en fait non je vais pas vendre ça ne correspond pas à mes valeurs. Non, on vend et puis on s'en fout, on se fait du bif, tant pis pour les gens qui tombent accro, c'est pas notre problème. Et d'ailleurs parfois c'est voulu ce genre d'addiction par les fabricants et parfois non, c'est pas voulu et ça peut être un cauchemar pour les fabricants de produits ou autre. Si on détourne l'usage principal de votre produit, ça peut vraiment être un problème pour votre entreprise et votre image, hein. Donc du jour au lendemain, on a une loi qui interdit tel ou tel produit, bah peut-être que votre activité ferme, peut-être que votre spécialité n'existe plus demain. Donc attention à ce que vous développez. Pensez aux usages cachés derrière vos produits et comment ça pourrait être aussi mal utilisé. Et puis faites attention à tout ça, quoi. Faites attention à tout ça. Ne vous laissez pas tenter par ce genre de choses.
même si ça peut paraître fun ou rigolo, hein. On voit qu'il y a des petits marrants et des petits comiques ici, donc faites attention à vous. Faites attention à vous. Ensuite, en news numéro 14, on a eu un débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Alors, moi j'ai trouvé alors on va pas parler de ce qu'il y a eu dans le fond, machin, etc. C'est plus dans la forme que je vais vous interpeller ici. On a eu, en fait, grosso modo, des candidats qui ont fait comment on appelle ça, leur campagne pour se présenter aux européennes. On a eu un camp qui a su maîtriser sa communication et ce qui se passait autour, les débats, etc., qui était plus le camp Bardella, on va dire, dans l'ensemble, hein. Il est forcé de constater qu'il a quand même bien réussi sa communication, surtout auprès des jeunes, je pense. On est présent sur TikTok, sur les réseaux sociaux, à parler en direct avec l'audience, à répondre à des questions. Enfin bref, il y a, il a été très présent, il a bien marché. Et de l'autre côté, on a eu une tête de liste sur En Marche qui était plutôt calme, et c'était un personnage politique Valérie Ayer, qui est sortie dont c'est pas trop où. En tout cas, moi, je la connaissais pas avant. Et en fait, on a eu un débat du coup entre le Premier ministre, donc avec sa posture de Premier ministre, qui est venu débattre avec un candidat à l'élection européenne. Et moi je sais pas, j'ai pas trouvé ça trop juste en fait. Pourquoi il a pas envoyé sa tête de liste débattre? Bon, je pense qu'on a tous la réponse et qu'on sait pourquoi. Effectivement, Gabriel Attal était bien plus préparé, je pense, que Valérie Ayer. Mais voilà, par souci on va dire d'équité, ou je sais pas, moi j'ai trouvé il y a eu une volonté en tout cas de mettre le meilleur pion pour que ça puisse avoir un gros débat, un beau débat sur le fond, sur la forme, etc. Mais ouais, je sais pas, ça a plus ressemblé, en fait, ça peut être perçu comme un sauvetage en fait d'un radeau qui coule. Donc je sais pas si c'était la bonne stratégie à mettre en place de par la majorité, enfin le gouvernement en place. Mais voilà. En tout cas, je voulais en parler parce que j'avais trouvé ça un peu bizarre et pas ça très très fair, on va dire. Très très juste, très équitable dans l'ensemble. Après, voilà, dans les sondages, il y a eu une majorité quand même éclatante de personnes qui ont dit que Attal avait remporté ce débat. Voilà, qu'il était mieux préparé que Bardella. Et voilà. Donc je peux pas vous dire le fond du débat. Je l'ai même pas regardé pour être honnête avec vous. Mais j'ai plus trouvé ça bizarre en fait que on n'envoie pas les principales concernées, et enfin les principales personnes concernées, et qu'on envoie d'autres personnes en fait. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que les autres personnes sont des pions? Est-ce que ça veut dire que en fait c'est pas ces personnes-là qui ont toutes les clés en main, et du coup qu'on nous présente des personnes incompétentes? Enfin, je sais pas. Je sais pas, moi ça me paraît vraiment bizarre et loufoque de ce genre de pratique. Donc voilà, c'était pour alerter sur ça aussi, et regarder ça d'un peu plus loin ou un peu de plus près, voilà, en fonction de comment la politique vous intéresse. On va pas passer plus de temps là-dessus, c'était plus pour souligner ce truc-là. Ensuite, news numéro 15. Donc on a eu Thibaut InShape, encore une fois, on revient dans les youtubeurs, qui a dépassé Squeezie et qui est devenu le premier youtubeur de France. Donc il est passé devant avec 19 millions d'abonnés, donc ce qui est gigantesque. Alors, si vous êtes peu actif sur le web, vous suivez pas trop un peu tout ça, la sphère YouTube ou autre, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une espèce de guéguerre entre les youtubeurs, hein, pour les premières places du classement. C'est toujours bien de dire ouais, je suis premier, je suis deuxième, etc. Donc il y avait eu une espèce de guéguerre comme ça à l'époque quand Squeezie avait dépassé Cyprien. Donc vous savez, hein, c'est un peu lui qui a amené le format podcast en mode quand on est à l'école, on a toujours si machin, blablabla. C'était lui et Norman, un peu les pères de YouTube, on va dire, à cette époque-là. Au début de YouTube, Cyprien a continué de croître, Norman s'est éteint petit à petit, et Cyprien avait monté une communauté qui était absolument gigantesque. Il a eu quelques dramas après, donc voilà, Squeezie est passé devant avec son renouvellement de contenu et ses nouveaux concepts qu'il a amené d'ailleurs sur sa chaîne. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. Et ensuite, là, on a du coup Thibaut InShape qui dépasse Squeezie, qui finit par dépasser Squeezie.
Donc il y a eu pas mal de personnes sur sur les réseaux qui ont tenté de déstabiliser Thibaut, de le décrédibiliser parce que ils le trouvaient pas légitime en fait à cause de sa stratégie de contenu. Thibaut, il a une stratégie de contenu qui est basée plutôt sur de l'international avec des vidéos de comiques de situation, des vidéos de comiques de voilà avec sa copine, des choses en fait qui parlent à tous sans mots, mais juste avec des gestes et des visuels. Et ça, c'est ce qui fait que c'est un format qui est très fort parce qu'il parle à toutes les cultures, à toutes les personnes, peu importe où vous soyez sur le monde. Vous êtes capable de comprendre des émotions sur le faciès. Vous êtes capable de comprendre une situation et ce que ça peut vous faire ressentir. Et du coup, il a créé énormément de vidéos comme ça. Et du coup, ça marche pas mal au niveau des Indiens apparemment ou des pays d'Amérique. Donc il y en a beaucoup qui le jugent illégitime du coup d'être devenu le youtubeur numéro 1 en France parce que bah enfin du coup dans tous ces nouveaux abonnés là bah il y en a pas beaucoup des Français et du coup ça leur pose un problème parce que bah voilà il est devenu numéro 1 mais c'est pas des Français qui le suivent donc c'est pas le vrai numéro 1 blablabla bla, 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 bla. Donc ça crée un gros débat sur le sujet et voilà quoi. Donc laissez-lui sa place. Voilà, il a travaillé, il s'est buté à faire ses vidéos. S'il arrive à trouver un nouveau format qui cartonne, tant mieux pour lui. Et puis si sa cible, c'est plus la France, bah tant mieux pour lui aussi. Il fait comme il veut. C'est lui le créateur de contenu. C'est lui le créateur de contenu. Et puis du coup, bah lié à ça, il y en a eu d'autres qui ont tenté de faire de la récupération politique. Alors, ce que je trouve un peu dégueulasse d'ailleurs, mais bon, vous êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a un bordel politique pas possible en France, entre les différents partis, entre ce qui se passe directement en France, entre les différentes populations. Il commence à y avoir un peu des scènes un peu spectaculaires. Il y a des scènes de violence, il y a ce genre de choses. Donc voilà, on alimente tout ça en ramenant encore un fait lambda classique d'un youtubeur qui dépasse un autre pour catégoriser un youtubeur dans un camp et un autre dans un autre, en disant c'est le camp là contre l'autre camp. Enfin bref, je trouve ça ridicule. Tout ça parce que au final, on a un Thibaut qui a un drapeau français dans ses vidéos bien souvent. Donc on lui attrape la veste là-dessus. Oui, t'es raciste, t'es un facho, machin. Et c'est triste d'en arriver là en fait, parce que bah lui qui veut juste faire son contenu se retrouve à être traité de raciste, etc. Parce que il a fait il veut juste divertir la jeunesse quoi, avec des vidéos sur plein de métiers. Parce que voilà, il a fait pas mal de vidéos aussi où il était il va tester des métiers, que ce soit l'armée, que ce soit 24 heures dans la vie de machin, dans la vie de ça. Il met en avant des handicaps, des personnes en situation difficile, dans lesquelles il essaye de se mettre à leur place aussi et de comprendre leur handicap, comprendre les difficultés qu'elles rencontrent. Donc je trouve que c'est du contenu qui est un bon contenu, qui est un bon contenu de valeur, qui est un bon contenu de parce qu'il incite les Thibaut InShape, il fait principalement des vidéos de musculation de base. Il s'est fait connaître avec ça, donc il a voilà toute l'image qui va autour de ça, bien sûr. Mais voilà, je pense que c'est une bonne direction et une bonne influence pour les jeunes de dire bah il prône le dépassement de soi, il fait du divertissement, du comique de situation, des choses comme ça. Il met le nez un peu dans la vie professionnelle en montrant différents métiers. Bon, bien que derrière ce soit, on le sait tous, hein, c'est certainement le gouvernement qui l'a contacté pour mettre en avant certains métiers qui cherchaient du monde, etc., etc. Donc il a pris son chèque, il a fait son truc, mais voilà, c'est du contenu qui est selon moi neutre politiquement et qui n'a pas lieu d'amener à tout ce genre de débat, ce genre de polémique autour de lui. Et moi, ça me fait de la peine qu'on essaye de traîner des gens dans la boue comme ça, alors que ces gens veulent juste voilà, veulent juste faire ce qu'ils aiment et parler de ce qu'ils aiment, quoi, tout simplement. Tout simplement. Alors, bien sûr, hein, il y a aussi le fait que Thibaut a parfois eu aussi des blagues un peu grasses, voilà, de l'humour beauf, tout ce genre de choses. Bon, qui n'a pas eu ce genre de choses dans sa jeunesse. Voilà, je pense qu'il faut faire aussi la part des choses sur ce qui est dit et ce qui a été dit il y a 10 ans. Je pense que les mentalités évoluent, les actes aussi.
et tout ce qu'il y a autour de tout ça. Donc voilà, je voulais un peu revenir là-dessus parce que je trouvais ça injuste en tout cas qu'on se déferle sur des gens comme ça pour un oui ou un non, euh, pour des suppositions, des histoires de politique, des machins, des gens qui aiment pas les gens qui réussissent. Enfin, voilà, ça me tend, ça me tend. Mais en tout cas, si vous faites partie de ces gens qui diffament les autres et qui sont dedans, barrez-vous du podcast parce que c'est juste une honte de faire ça. C'est juste une honte de faire ça. Bon, et puis dernière news du coup sur laquelle je voulais revenir. Ça c'est pareil, c'est une une news comment dire. C'est une news ouais qui fait pas plaisir forcément, mais grosso modo Pierre Palmade, il sera jugé en fait pour blessure involontaire après son grave accident de la route en 2023 qu'il avait eu sous l'emprise de cocaïne. Il avait fait 3 blessés graves, un homme, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27, qui d'ailleurs a perdu son bébé, qu'elle attendait, elle était enceinte, la pauvre maman, et le juge d'instruction, il n'a pas suivi les réquisitions du parquet, qui réclamait également des poursuites pour homicide involontaire, et voilà. Donc il risque jusqu'à 14 ans de prison et 200 000 euros d'amende. Mais voilà, vu la tournure que ça prend, c'est pas dit qu'il croupisse le reste de sa vie en prison. Pour moi, ce genre de d'acte contre, enfin, cet homme est un danger pour la société. Et pour moi, il devrait finir en prison le restant de sa vie. Ouais, voilà, je veux le voir en prison. J'ai rien d'autre à dire là-dessus sur ce sujet. On a toujours, voilà, ce genre de problématique pour traiter ce genre de cas aussi. Donc voilà. Tant pis pour lui s'il finit sa vie en prison, il assume ses actes. Il assume ses actes. Bien, voilà, on est passé sur un peu toutes les actus du mois, celles qui étaient un peu plus gauleries, d'autres un peu plus formelles, hein, comme ces deux dernières par exemple. Mais je pense que c'est important quand même ça ouais non pas ces deux dernières, enfin c'est comme cette dernière news quoi, bref. Et donc du coup, voilà, je pense que c'est important qu'on en parle, qu'on échange là-dessus. Ça donne un peu une narration et un peu ce qui se passe sur les différents arcs dans les différents mois. Donc moi je trouve ça sympa. Et puis dites-moi du coup si vous avez préféré ce format-là plutôt que le dernier format. Et si ça vous plaît, je continuerai comme ça. Sinon, je referai évoluer le format, on va dire, pour les prochains épisodes. Voilà. Bien, et maintenant on va enchaîner tout de suite avec la rubrique numéro 2, les gadgets d'Alfred. Allez, let's go. Bien, donc cette semaine, dans les gadgets d'Alfred, on va parler de Peppers. Peppers, c'est quoi? Ça a été lancé en 2019 en fait par des entrepreneurs français qui souhaitaient en fait améliorer l'accessibilité et la transparence des données d'entreprise. Donc la plateforme, elle a rapidement gagné en popularité, parce que elle était tout simplement, elle était très simple en fait à l'utilisation, très intuitive, et à la richesse des informations qu'elle comportait en fait dans ses données, dans ses bases de données. Donc Paper, c'est une base de données, en fait c'est une plateforme française en ligne dédiée à la transparence et à l'information sur les entreprises. Donc elle offre des bases de données complètes, gratuites, qui permettent aux utilisateurs en fait de rechercher et d'accéder aux informations sur grosso modo toutes les entreprises enregistrées en France. Donc moi ce que j'ai voulu vous mettre en avant ici, c'était les informations que vous allez pouvoir trouver sur Papers, les accès et comment un peu vous allez utiliser ça, les objectifs et les missions de tout ça et les sources des bases de données. Donc voilà, et puis on verra après qu'il y a des fonctionnalités avancées aussi que vous pouvez potentiellement ramener dans votre business. Donc voilà, donc on va commencer rapidos. Ça va pas durer 107 ans non plus, hein, cette petite rubrique-là. Juste qu'on passe rapidement sur les données que vous pouvez y trouver. Vraiment, c'est une mine d'or, Papers. Vous allez pouvoir trouver du coup des données légales, donc ça veut dire des statuts, des comptes annuels, des procès-verbaux, des assemblées générales, les annonces légales publiées, etc., sur les entreprises. Donc ce qui peut vous bénéficier en fait, tout simplement pour
vous maintenir informé sur la concurrence, sur ce qui s'y passe en interne dans ces entreprises, dans des entreprises qui sont concurrentes à la vôtre, sur comment cette entreprise concurrente elle a fait ses statuts, quel statut elle a utilisé, est-ce que je peux pas les récupérer moi pour les changer et m'inspirer pour créer mes propres statuts et que ça me coûte moins cher, etc., etc. Donc là en fait grâce à cet outil vous pouvez bénéficier de documents légaux en fait qui sont mis en ligne à la disposition de tous et sur lesquels vous pouvez vous inspirer vous et reprendre ces documents-là, voilà, si ça vous intéresse pour faire vos études ou autres concurrentiels, marchés, etc., etc. On va aussi retrouver de l'information financière du coup sur Papers. Donc on va retrouver les bilans, les comptes de résultats, les ratios financiers, etc., etc. Donc ça après il y a des entreprises qui les laissent en public et d'autres non. Donc si c'est public, bah vous avez de la chance parce que vous avez accès au tout au compte, tous les comptes. Et là, du coup, vous pouvez regarder ce qu'ils ont investi dans tel ou tel secteur, un peu comment sont réparties les structures de coûts dans l'entreprise, qui pourra vous donner une idée de comment seront réparties vos structures de coûts dans votre entreprise. Donc ça, c'est super, les données financières avec sur Papers. Ensuite, vous avez tout ce qui est données administratives, hein, donc numéro de sirène, SIRET, code NAF, APE, la forme juridique, la date de création, siège social, etc. Et ensuite, vous trouvez tout ce qui est dirigeant et actionnaire et tout ce qui va être les administrateurs, les parties prenantes. Vous allez pouvoir voir des graphiques un peu dans lesquels vous allez voir les entreprises qui sont liées à telle ou telle personne, comment elles sont reliées entre elles, est-ce qu'il y a une holding entre, etc., etc. Donc Paper, c'est un vrai outil de compréhension globale de l'entreprise pour avoir de la data, pour avoir du chiffre, pour avoir des informations qui sont d'habitude cachées et que vous trouverez pas sur le site internet de ses concurrents ou de cette entreprise, quoi. Donc ça c'est vraiment un truc qui est très très utile, surtout si vous faites un peu de veille concurrentielle ou intelligence économique, quoi. Voilà. Ensuite, au niveau de l'accès et de l'utilisation, déjà c'est gratuit, Papers, voilà, c'est vraiment, vous tapez Papers, donc Pappers dans la barre de recherche et vous allez tomber directement dessus. Et ce qui le distingue, on va dire, des autres services similaires, c'est que t'as pas besoin d'abonnement ou t'as pas de frais supplémentaires pour avoir des informations détaillées, quoi. On va pas te dire ah bah comme sur verif.com, société.com ou autre, ah bah tiens tu veux consulter les comptes, paye 10 balles. Non, on va pas te dire ça. Donc ça c'est bien, ça c'est un outil qui te servira. D'ailleurs il y a ça et il y en a un qui est universitaire aussi. Des outils comme ça comme Papers, ça s'appelle Cap Financial. Cap Financial et je sais que si vous êtes étudiant en tout cas dans l'université de Lorraine, vous avez des accès gratuits via vos identifiants étudiants à cet outil qui est aussi très performant, Cap Financial. Donc voilà, ça c'est deux outils, donc Papers et Cap Financial, que vous pouvez utiliser pour aller faire de la veille sur d'autres entreprises, quoi. Ensuite, au niveau de l'aide à la décision, de la simplicité d'utilisation, voilà, je commence à fatiguer là. On a on a on a une plateforme qui est vraiment conçue pour être intuitive. C'est quand même quand vous êtes sur le site vraiment il y a deux boutons, c'est voilà, rechercher machin. Tout est bien rangé, tout est beau esthétiquement, tout est très intuitif. Vraiment, si vous avez l'habitude de ne serait-ce qu'aller sur votre téléphone, hein, c'est la même chose. C'est vraiment très intuitif, donc allez regarder par curiosité. Et vous verrez que vous pourrez bien détailler vos recherches, bien filtrer vos recherches aussi. Et ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps. Donc grosso modo, ce qu'on peut dire là-dessus sur Papers, au niveau de ses objectifs et de ses missions, c'est que il y a un objectif et une mission de transparence autour de Papers qui vise à promouvoir tout ce qui est transparence dans le milieu des affaires, faciliter l'accès à des informations précises sur les entreprises, les mises à jour dans les entreprises, parce que oui, il y a des mises à jour aussi dans les entreprises, que ce soit au niveau des statuts, que ce soit au niveau des annonces légales, etc. Donc vous pouvez être tenu informé de tout ça grâce à eux. Donc ça c'est bien, c'est un bon outil pour ça. Et c'est du coup un bon outil d'aide à la décision parce que les informations qu'on te fournit avec Papers, elles peuvent être vraiment utilisées par plein de monde, que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs, des journalistes, des citoyens. Et en fait, ça te permet, en tant que membre extérieur de l'entreprise, d'avoir des infos sur l'entreprise et de pouvoir avoir une idée générale de ce qui s'y passe. Donc c'est très intéressant, c'est très intéressant. Et bien entendu, alors je l'ai pas dit, mais toutes ces données-là qui sont disponibles sur Papers,
elles proviennent de différentes sources qui sont officielles et publiques d'ailleurs. Et dedans, on retrouve l'INSEE, donc l'Institut national de statistique et des études économiques. On a les greffes des tribunaux de commerce. On a le BODAC, donc qui est le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Et on a d'autres bases de données publiques. Donc voilà, c'est un espèce d'outil qui fait du scrapping sur toutes les données comme ça, sur tous les endroits où il peut en trouver et qui compile tout au même endroit. Donc ça vous sera utile, encore une fois, pour votre entreprise. Ensuite, tu as des fonctionnalités qui sont avancées vraiment sur l'outil. Donc ça peut être des alertes personnalisées. Donc là, tu peux configurer en fait des alertes pour être informé des changements concernant une entreprise spécifique, sur des publications particulières légales. Tu peux aussi faire du coup une recherche avancée. Donc avec des filtres, hein, comme je vous disais tout à l'heure, par secteur d'activité, par localisation, par taille, par APE, par code APE, etc., par taille d'entreprise. Et ensuite, ce qui est pratique sur Paper, c'est que tu peux télécharger du coup les documents et t'en servir toi après pour les remettre dans tes dans tes présentations à toi ou dans quelconque document qui te serait utile quoi. Et un autre point important et qui est intéressant, alors là il est plus pour les développeurs parce que l'API en fait que tu peux avoir, t'as une API Papers en fait et tu peux t'en servir du coup pour développer des je sais pas des programmes particuliers pour intégrer des données d'entreprise à leurs propres applications ou à des systèmes d'automatisation particuliers. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne chose et ça peut vous laisser assez de flexibilité pour faire des choses, voilà, avec cet outil qui est Papers. Et Cap Financial, ça, voilà, je m'attarde pas trop dessus parce que c'est pas tout le monde qui y a accès, mais Papers, oui, tout le monde y a accès. Donc personnellement, moi, je l'utilise régulièrement quand je me pose des questions en fait sur une entreprise, sur un dirigeant, sur une holding ou autre. Tac, je passe sur Papers, je tape le nom de la personne, le nom de l'entreprise, je regarde à quelles autres entreprises elles sont liées et voilà. On sait jamais, des fois ça peut cacher des cadavres sous le tapis quoi. Donc faites attention avec qui vous faites du business et avec qui vous travaillez. Voilà. Donc c'est un bon outil pour contrôler comme ça. C'est un bon outil de contrôle. Et généralement, on trouve tout ce qu'on a besoin dessus et on peut ensuite télécharger les documents et les infos qu'on veut et du coup voilà, ça c'est très intéressant et puis on peut en faire ce qu'on veut derrière, présenter à des gens ou montrer des documents particuliers, s'inspirer de documents particuliers. Libre à vous de faire avec votre imagination des choses avec tout ça derrière quoi. Voilà. Donc écoutez, maintenant qu'on a passé, je veux pas m'attarder plus longtemps sur cette rubrique numéro 2. Voilà, je pense que j'ai dit le principal sur Papers. Donc maintenant on va passer à la dernière rubrique, donc qui est la rubrique Road to Dark Knight. Et ça commence tout de suite. Bien, rubrique numéro 3, Road to Dark Knight. Donc la semaine dernière, on a parlé de time blocking et des problèmes que cela résolvait en fait, ce time blocking. Et on a vu que dans ces problèmes, il y avait la procrastination. Et je pense que c'est important qu'on repasse dessus aujourd'hui pour qu'on sache en fait qu'est-ce que c'est la procrastination, comment ça arrive, quels facteurs scientifiques se cachent derrière ça, quels facteurs psychologiques. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode. Voilà, on a prévu aussi un petit moment où on va repasser sur le time blocking. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Écoutez, on va pas perdre plus de temps là-dessus. Donc la procrastination, c'est quoi? La procrastination, ça vient du latin pro en avant et crastinus qui est du lendemain. Donc c'est une tendance en fait à remettre systématiquement à plus tard des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou si bien professionnelle. Donc c'est en gros une personne qui n'arrive pas à se mettre au travail, qui surtout lorsque ça lui procure pas de motivation ou de satisfaction immédiate, il va se dire ouais c'est bon, je vais le faire ce soir, je le ferai demain, je le ferai après-demain, c'est bon, j'ai le temps, tranquille. Voilà, donc c'est ça procrastiner, c'est remettre au lendemain quelque chose ou remettre à plus tard ce qu'on aurait pu faire tout de suite, par manque de motivation, manque de satisfaction immédiate ou ce genre de choses. Aujourd'hui, les causes psychologiques en fait de procrastination, c'est toujours sujet au débat. Les causes psychologiques de la procrastination, elles sont débattues.
tout le temps et ça depuis longtemps. Donc il y a les études cliniques en fait qui la relient directement à l'anxiété et à une faible estime de soi, tandis que de l'autre côté, on a des études méta-analytiques qui trouvent peu ou pas de lien entre l'anxiété et le perfectionnisme. Donc ils sont un peu mis d'accord sur le fait que la procrastination c'était plutôt fortement lié à un manque de confiance en soi, à l'ennui et à l'apathie et que l'impulsivité était le facteur le plus significatif. Donc procrastination, ça a plus tendance à être lié à du coup l'impulsivité plutôt que de la manque de confiance du manque de confiance en soi ou etc. Donc on a Walter Mitchell, donc qui est lui un psychologue de l'université de Stanford, qui a mené en fait voilà des expériences dans les années 1960 et selon lui en fait c'est un manque de maîtrise de soi que les enfants peuvent apprendre en fait à l'aide des parents. Voilà, ça peut être des parents qui leur transmettent un trait de caractère de manque de confiance en soi. Ensuite, on a René Le Seigne, donc lui qui est un philosophe français, métaphysicien et psychologue, qui nous dit que en fait il distingue, il a réussi de par ses analyses, ses études qu'il a montrées, que en fait il arrive à distinguer les caractères actifs et les caractères émotifs, et que les caractères émotifs en fait étaient plus enclins à procrastiner. Donc ça jouerait, donc il y aurait aussi une part du caractère là-dedans qui jouerait là-dessus en fait. Et ensuite on a comment il s'appelle Sigmund Freud qui lui en fait donc voilà Freud hein, vous savez c'est qui hein, c'est neurologue autrichien fondateur de la psychanalyse qui lui voit en fait la procrastination comme un problème d'ego et de confiance en soi. Alors que d'autres y voient un excès de confiance justement ou un optimisme ou slash pessimisme exagéré en fait parce que on se dit oui c'est bon j'ai pas besoin d'une après-midi pour faire le boulot je peux le faire en 5 minutes donc je le ferai plus tard ou dans le sens inverse de dire oui bah c'est bon ça je connais trop je sais vraiment qu'il me faut 5 minutes pour le faire donc je le ferai plus tard. En tout cas de nos jours aujourd'hui l'explication la plus acceptée de la procrastination, c'est que c'est lié en fait aux émotions négatives et que bah, les procrastinateurs en fait ils cherchent des plaisirs immédiats en fait pour éviter le mal-être que cause le travail en fait. Donc c'est voilà c'est autour aussi de cette notion de dopamine parce que doit y avoir une corrélation en fait entre la dopamine et aussi la procrastination. Donc je vous avais dit, hein, on fera un épisode aussi sur la dopamine comme ça, pour vous expliquer ce que c'est et comment optimiser sa dopamine, etc. Mais en tout cas, voilà un peu ce qu'on en pense aujourd'hui de la procrastination et que c'est ouais c'est ça c'est simplement en fait lié à de l'absence de désir et ou d'intérêt de challenge sur le moment et du coup on se dit que bon bah voilà c'est bon on le fera plus tard etc quoi. Après on a des prix Nobel donc comme Richard Thaler donc lui qui a eu un prix Nobel voilà pour tout ce qui était sur de la finance. On a eu Robert Schiller qui lui était un économiste qui a eu pareil un prix Nobel sur la finance qui disent qu'en gros l'être humain il est pas complètement rationnel et que on aime aller à l'encontre entre guillemets notre meilleur jugement qui serait de en fait de dire bah si je le fais tout de suite je suis plus emmerdé à le faire plus tard mais et du coup ça ils expliquent un peu aussi comme ça quoi. Donc voilà donc c'est ça grosso modo la procrastination. Et on peut dire que c'est principalement lié à plein d'émotions comme l'ennui, la frustration, le fait que ce soit difficile, que la chose soit ambiguë, que ce soit un peu incompréhensible, que ce soit pas suffisamment structuré, que c'est pas valorisant ou peu valorisant, peu motivant, que ça manque de sens. Vous voyez, c'est tout ce genre de choses-là. Donc après, chacun a son rôle à trouver là-dedans et trouver sa routine, se trouver des rituels qui peuvent être inspirants, des rituels qui peuvent être motivés, et nous mettre le pied à l'étrier pour accomplir ces tâches justement. Mais voilà, c'est un peu propre à chacun aussi de la façon dont on ressent la procrastination et comment elle nous touche au quotidien. Elle peut aussi venir de plein de facteurs, elle peut aussi venir de plein de ressentiments différents, hein. Ça peut être, voilà, on gère mal son temps, on a une mauvaise estime de soi,
on a un manque de concentration, on manque d'intérêt, on a peur du jugement, on est perfectionniste, on est en dépression, on a des troubles TDAH, ouais, voilà, ou potentiellement des surcharges de travail, hein. Ça peut être tout ça aussi qui joue justement dans notre ressenti et l'intensité de notre procrastination. Donc bon, il faut du coup arriver à se mettre des routines en place, à se être conscient qu'on est en train de procrastiner pour justement se mettre en place des choses pour passer outre de cette procrastination. Donc ça, comment on le fait justement? Quels sont en fait, c'est quoi, comment on limite la procrastination et c'est quoi les étapes grosso modo? Quelles sont les actions qu'on doit faire pour pas procrastiner ou en tout cas moins procrastiner? Donc déjà, dans un premier temps, on peut se dire que si on liste les tâches qu'on a à accomplir, on peut être moins soumis à toutes ces émotions négatives et tout ce genre de choses. Donc en un, on se liste des tâches à accomplir. En deux, on se fixe des temps de travail pour les tâches. Donc là, vous savez, on en avait parlé dans le dernier épisode. Ça peut être avec des méthodes Pomodoro, pardon, en bossant, voilà, je sais pas, 20-30 minutes, ensuite pause de 5 à 10 minutes, on recommence, etc., etc. Comme ça, on évite la procrastination, on sait qu'on a des temps définis. Ensuite, on peut définir des priorités en se disant, ok, aujourd'hui, on va aller sur ces 5 priorités-là de dossiers, de projets, de autres. 5 actions quotidiennes, ça va être celle-là, 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 celle-là. Et ensuite, ce qu'il faut faire aussi, ou ce qu'on peut faire pour limiter la procrastination, c'est aussi d'en parler avec les autres. Parce que si vous dites, à vos amis, ok, moi j'ai décidé de me mettre au sport. Vous allez avoir envie et vous allez être motivé sur le moment d'aller au sport. Par contre, le moment où vous allez aller à la salle de sport, ou vouloir aller à la salle de sport, vous allez dire, allez, j'irai demain, c'est bon. Aujourd'hui, je sais pas, je suis pas déter, j'ai un peu la flemme, mais c'est bon, demain je serai motivé. Là, vous procrastinez. Mais d'un autre côté, le fait d'en parler comme ça à vos amis, et si votre parole vaut quelque chose, vous allez être en challenge avec vous-même, de dire, ok, je l'ai dit et j'en ai parlé à des gens, du coup, je peux pas me défiler. C'est comme si vous dites, ouais, je viens en soirée vendredi soir avec vous et que vous venez pas. Votre parole ne vaut plus rien du coup. Parce que vous avez dit que vous étiez là et au final, vous n'êtes pas venu. Donc, on ne vous fait plus confiance. Enfin voilà, il y a tout ça qui a aussi autour de ça. Et puis les choses aussi simples et basiques pour limiter la procrastination, ça peut être d'éliminer les distractions. Voilà, on enlève, on se met en indisponible, je sais pas, sur Teams ou je sais pas quels sont vos logiciels de travail. On se réserve des temps de travail, on se dit on bosse de telle heure à telle heure. Ensuite, on fera une petite pause, une petite distraction ou un petit truc. Et là, comme ça, on reste focus pendant un temps donné et on se dit, vas-y, là, j'ai 1 heure où je sais que je peux charbonner, je peux travailler, je peux être à fond, 100% sur mon sujet, pour ensuite ne pas me retrouver distrait par mon téléphone, par un message ou un truc comme ça. L'objectif, c'est de se trouver des temps, d'éliminer ces distractions-là et d'avoir des temps pour tout, vraiment pour tout. Et le dernier point là-dessus pour peut-être améliorer sa procrastination ou moins procrastiner, c'est peut-être récompenser l'effort. Donc aller chercher de la dopamine à la sortie de ces moments de travail. Et là, ça peut être, je sais pas, aller manger un truc, aller prendre une bouffée d'air dehors, prendre le soleil, aller 5 minutes sur les réseaux, parce qu'on a dit qu'on avait 1 heure par jour, hein, rappelez-vous, on en a parlé dans les habitudes. D'ailleurs, je suis toujours un petit peu au-dessus. Ah, c'est terrible. Je suis toujours autour d'1 heure et quart par jour sur les réseaux sociaux. J'arrive pas à descendre en dessous de l'heure. J'arrive pas à descendre en dessous de l'heure. Donc attendez, parce que là en plus je regarde en même temps. Mais je suis encore au-dessus. Je suis encore au-dessus. 1 heure, à peu près 1 heure et quart, 1h20 là aujourd'hui. Je tourne ça en fin de journée aussi, donc voilà. Mais ouais, vous voyez, c'est pas facile et on est tous soumis à de la procrastination. Moi-même le premier, hein, j'en suis totalement conscient et j'essaye en même temps de m'améliorer justement là-dessus parce que on devient pas le Dark Knight comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. Et non, il faut qu'on se mette des process, il faut qu'on soit bon dans notre gestion du temps, dans notre management du temps et qu'on arrive à maîtriser ces émotions négatives qui nous font ralentir dans notre travail en fait. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut arriver à faire. C'est surtout ça qu'il faut arriver à faire. Alors du coup, ça m'amène à quoi ça? Ça m'amène à la partie numéro 2 de cette rubrique Road to Dark Knight. Donc la semaine dernière, je vous avais donné comme challenge en tout cas de vous motiver à
à appliquer cette méthode de time blocking et à pouvoir planifier des temps pour tout en fait dans votre journée, que vous sachiez exactement ce que vous devez faire et du coup que chaque jour vous soyez pas là en mode putain mais qu'est-ce que je fais, etc., etc. Donc moi je me suis mis ces temps-là, donc je me suis marqué sur mon calendrier en fait. Donc tous les jours, hein, c'est des tâches récurrentes qui reviennent tous les jours de la semaine. Et par exemple, du coup, au niveau de ma matinée, donc moi je me lève à 7 heures tous les jours. Donc voilà, je vous avais dit, hein, moi je couchais entre 10h30 et 11h. Donc principalement 11h normalement je suis couché. Donc ça me fait 8 heures de sommeil et moi j'estime que c'est bien pour moi. Donc réveil à 7 heures. Ensuite j'ai 1 heure on va dire de morning routine, de préparation euh, pour voilà me préparer le matin, déjeuner, manger un petit truc, voilà être rentré dans ma journée quoi. Ensuite je me suis mis un temps de trajet parce que bien souvent donc du coup je décale à mon bureau ou du coup dans les espaces de coworking du Pile à Nancy. Donc j'ai ça dépend des jours hein, parce que voilà en fonction de si on est lundi ou début de semaine et qu'il y a beaucoup de monde sur la route ou en fin de semaine j'ai plus ou moins le même temps. Mais grosso modo je suis à entre 45 à peu près 45 minutes de route pour aller rejoindre ces locaux là quoi. Donc ça c'est pour les jours où je suis pas en télétravail donc j'ai enfin en télétravail parce que voilà je fais pas toute la semaine non plus dans ces locaux là. Je bosse aussi depuis chez moi. D'ailleurs, j'enregistre ce podcast depuis chez moi. Donc là, par exemple, c'est du temps que j'ai gagné sur ma journée, en fait. Quand je prends pas la voiture, je gagne 45 minutes là et 45 minutes le soir. Ça, voilà, c'est important de planifier ces points-là, enfin, ces temps-là dans la journée parce que vous pouvez savoir ce que vous avez à faire et vous laissez pas le choix, en fait. Vous laissez pas le choix. Ensuite, je me suis mis sur matinée. J'ai une première, voilà, j'ai un premier créneau d'une demi-heure où je réponds à des mails quand j'arrive, hein, donc là on est aux alentours de on est aux alentours de 9h. Ouais, on est aux alentours de 9h. Et du coup, 9h, là j'ai un petit créneau d'une demi-heure, on va dire, où je réponds aux mails. Ensuite, 9h30, du coup, je pars sur 2 heures, enfin jusqu'à 11h30 en fait, un premier gros bloc de travail, où là, je fais principalement de la montée en compétences. Donc, je vais me renseigner sur ce qui se passe dans mon secteur d'activité. J'apprends à vraiment à bien définir une offre, enfin mon offre commerciale, à l'ajuster, etc., etc. Et du coup, enfin c'est vraiment du temps où j'emmagasine de l'expérience, des connaissances et je les classe. Voilà, c'est ça on va dire. C'est un temps comme ça d'emmagasinement le matin de connaissances, etc. Ensuite, l'après-midi, donc moi je vais manger, il est aux alentours du coup ouais, c'est après midi moins le quart. Donc là, je me prends 1h30 de pause à midi parce que j'aime bien aller me balader en fait. Donc je mange, je n'ai pourquoi même pas 30 minutes à manger quand je vais aux rues ou ce genre de choses. Je mange et ensuite en général, soit je rentre. Du coup, enfin, je me fais une petite balade en fait dans le pourtour du Pile et autres. Donc dans Nancy, dans les parcs, etc. Où je rentre quand il fait moche et que j'ai pas ce qu'il faut pour aller sous la pluie. Et du coup, je passe un temps d'échange avec les autres entrepreneurs qui sont là. Parce que voilà, c'est des temps aussi conviviaux, le midi, le temps de la digestion, etc. Avant d'être reproductif comme ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ça. Donc jusqu'à 1h30, du coup, je suis dans cette petite routine comme ça. Et ensuite, je renchaîne ici sur des gros blocs. Donc là, l'après-midi, j'ai grosso modo 2 gros blocs de 1h30 à 4h et de 4h à 7h. Et là, j'ajuste en fait. Je me laisse toujours un créneau de 2 heures en fin de journée pour les imprévus ou pour caler des rendez-vous. Parce que je préfère, voilà, c'est là où je pense que je suis... Enfin, en fin d'après-midi, ça dépend. En fait, j'alterne entre mon début d'après-midi et la fin d'après-midi. Donc, les 2 blocs switch en fait. Et donc j'ai un bloc où je prends des contacts et j'appelle des gens et je suis en visio, ce genre de choses. Et j'ai un autre temps où je fais de la production pure. Donc c'est de la rédaction de scripts de podcast par exemple. C'est pour dire voilà, il faut que je prépare l'épisode, j'ai ça à aborder, ça.
ou alors des choses liées directement à OVA. Il faut que j'alimente le site internet, il faut que je fasse le site internet, il faut que je fasse telle offre pour un tel, faut que j'envoie ça au comptable, etc., etc. Donc ça, c'est voilà, grosso modo jusque ouais 6h30, 7h, où j'alterne ça et voilà. Et ça dépend aussi du coup de ma charge de travail, hein. Si je suis débordé sur un sujet, bah effectivement ça va prendre tout le créneau. Si je suis pas débordé sur tout le créneau, alors soit ça m'arrive ça m'arrive encore de switcher sur une autre tâche alors qu'il faudrait pas que je switch. Typiquement, si je fais du script de podcast et que j'ai fini le script du podcast, là en ce moment j'ai plus tendance à parce que voilà, je suis encore pas un grand assidu de cette technique, je la maîtrise encore pas totalement, c'est encore pas devenu une habitude on va dire, mais disons que voilà, j'ai plus tendance à switch sur une autre tâche qui n'a rien à voir avec le podcast par exemple, ou faire les posts, ou faire ci, ou faire ça. Donc c'est là où ça devient plus complexe parce que euh, on suit pas et on déroge un peu à la règle de ces 2h30 de temps-là, bah, je les avais prévus pour faire de la création pure de euh, telle chose sur le podcast ou sur Ova par exemple. Voilà. Donc c'est un peu compliqué là-dessus. Donc je suis encore pas totalement, vous voyez que je suis encore pas totalement au point. Je pense que de toute façon, ce planning-là évoluera petit à petit, de semaine en semaine et pour la suite de ma journée, j'ai grosso modo, ça dépend donc en fonction de ma charge de travail, je pars de Nancy, il est aux alentours de 6h, 6h30, je rentre chez moi vers ouais 7h, ce genre de d'horaire là. Donc j'enchaîne, derrière je mange, je fais 1 heure de dîner. Ensuite j'ai un petit moment toilette, de toilette personnelle, qui va me prendre quoi, ouais, une petite demi-heure, prendre un peu du temps pour moi. Et ensuite j'ai un créneau de 2 heures là où soit je me mets dans une lecture, soit je me dis allez hop, je vais faire une petite game sur un jeu vidéo ou quelque chose pour me faire couper avec ma journée et vraiment couper pur. Alors je sais qu'il y en a, il y a des puristes, hein, qui vont écouter, qui vont dire ouais mec, putain, t'as lancé une game d'un jeu, un truc. En fait, ce qu'il faut, c'est savoir timer aussi ces moments-là. Et du coup, je m'octroie ouais 1 heure, 1h30 par soir de déconnexion, que ce soit avec des séries, des films ou un jeu vidéo, tout simplement. Pour vraiment déconnecter avec la journée et changer ce que j'ai pu voir et entendre toute la journée, quoi. Et ensuite, je me mets à partir de 10h, à partir de 10h30, une petite lecture pendant une demi-heure. Voilà, une petite demi-heure jusqu'à 11h, et 11h, je me couche. Voilà. Donc ça, c'est une routine que j'essaye de m'imposer et de renouveler le plus possible, donc tous les jours. Pour l'instant, ça se tient. D'ailleurs, dans ces blocs-là et dans les moments déjeuner, par exemple, où j'ai 1h30 ou autre, je vais voir comment en fait je peux améliorer ça, parce que là, vous avez vu que j'ai pas de routine sport, par exemple, dans ma semaine, et j'aimerais bien m'implémenter ça aussi. Alors, je sais pas sous quelle forme encore. Je sais pas, voilà, si ce sera plutôt ouais, je sais pas encore sous quelle forme, mais j'aimerais bien m'implémenter ça. Donc pareil, je vous tiendrai au courant un peu de comment évolue ma méthode de time blocking, en tout cas comment je bloque mon temps. Et puis bah ma foi, on sait pas, ça se trouve ça va évoluer, ça se trouve je me rendrai compte que c'est pas optimisé ou que je suis plus productif à un certain moment qu'à un autre, et que peut-être dans la semaine, le mercredi après-midi, je vais devoir me le prendre off, ou en tout cas prendre mes 2 créneaux de l'après-midi et puis faire je sais pas, du sport, aller bouger, aller machin, je sais pas. Et d'ailleurs, dans ces créneaux-là, comme je vous ai dit, il y a toujours une part de flexibilité, parce que bah quand vous avez quelqu'un qui, je sais pas, un potentiel client ou quoi, qui vous appelle et qui vous dit bah mec, salut, je voudrais en savoir plus sur ce que tu fais, et tout est dispo demain pour qu'on puisse en parler ou autre machin. Bah, vous avez toujours en fait des séances, des séances de bloc de demi-journée qui peuvent sauter, soit si vous vous déplacez chez le client, soit si vous êtes invité à une conférence, si vous êtes invité à un événement, si vous intervenez quelque part avec votre entreprise. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des quand même donc 3 gros blocs de temps. Le bloc production, le bloc, on va dire, donc production, c'est production de contenu, etc. Le temps où vous allez pouvoir faire de la veille, donc qu'est-ce qui se passe, on récupère des informations et on essaye d'assimiler tout ça. Et ensuite un troisième temps sur lequel vous allez pouvoir aller prendre des rendez-vous clients,
faire de la prospection ou ce genre de choses. C'est important de séparer ces temps-là parce que c'est des tâches qui sont relativement différentes et vous pouvez pas switcher de démarchage client à rédiger un mail pour renvoyer au comptable, pour vous inscrire à un afterwork ou ce genre de choses. Il faut vraiment arriver à faire ça par des temps. Et d'ailleurs, ce que je me rends compte là, avec le recul et en vous faisant l'analyse sur ce que j'ai fait là, dans mon time blocking, je me rends compte que je me suis même pas mis, par exemple, mes petites pauses, genre de 10 minutes entre mes créneaux, par exemple. Alors que je les prends. Et parce que moi, je vous avais dit, hein, je travaille avec du Pomodoro. Donc, je suis en 25 minutes travail, 5 minutes pause. Et à la fin de l'heure, j'ai 10 minutes en fait où je peux redescendre un peu en pression intellectuelle, on va dire, et faire autre chose. Donc ça peut être envoyer un mail, un petit truc à droite ou à gauche. Donc voilà, bien que d'ailleurs, généralement, comment je fonctionne sur mes mails, j'ai un passage en début de journée, comme je vous ai dit, de 30 minutes, et je l'ai pas dit, mais j'en ai un autre aussi en fin de journée de 30 minutes. Et j'essaye de tenir ça, mais normalement je vous cache pas qu'à mon niveau et à mon stade actuel de développement et d'avancée de projet, j'ai pas non plus 1000 mails qui sont en attente dans ma boîte mail, quoi. Voilà. Donc ça va en général plus vite que ça. Ça va en général plus vite que ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire grosso modo sur cette méthode de time blocking. J'espère que vous êtes prêtés aussi au jeu un peu et vous verrez que en tout cas moi je me sens moins à repousser les tâches, à procrastiner sur tout ça. Donc voilà, j'espère que ces techniques-là et ce tuto-là, on va dire, va vous aider à améliorer tout ça de votre côté. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles. Vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, on passe directement à l'outro de cet épisode. Donc l'épisode du jour touche à sa fin. J'espère que vous avez entrevu la lumière dans le ciel de Gotham, que l'épisode du jour vous a plu. Et je vous remercie de m'accorder votre temps encore une fois. Hein. Encore une fois, là je sais pas, ça va bien faire peut-être 1h30, 2 heures l'épisode. J'ai pas mis le timing encore une fois. Donc voilà. Bah écoutez, continuez d'hisser haut et fort vos couleurs, d'allumer des feux là où vous passez. Rappelez-vous, peu importe le fort intérieur, seuls les actes comptent. Donc n'hésitez pas à me faire des retours et notez l'épisode 5 étoiles, interagir sur les commentaires, sur les comptes des réseaux sociaux de la Batcave. Donc pour rappel, Instagram, TikTok, YouTube, etc. C'est @labatcavepodcast. Donc vous me trouverez assez facilement, normalement, si vous m'écoutez comme ça. Voilà. Donc je compte sur vous pour interagir. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la semaine à venir. Et puis, si vous n'avez pas fait cette méthode de time blocking, faites-le et on en reparle la semaine prochaine. Allez, ciao l'équipe.